Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Je m'appelle Thibaut, je suis bénévole, au sein de l'équipe de programmation de la base. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau d'énergie et climat, quel rôle et quelles conséquences. Il s'agit de la suite de la conférence qui a eu lieu hier soir pour celles et ceux qui l'ont suivie. Mais juste avant, je vais vous faire un petit mot comme d'habitude sur, la base. Alors la base a été créée en mars 2019, par 10 organisations. Son objectif, c'est d'accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. La base, c'est une communauté, composée de dizaines d'organisations et de milliers de personnes. C'est aussi ce bâtiment de 700 m², réparti sur 3 étages. Au rez-de-chaussée, il y a un bar associatif, qui accueille plusieurs fois par semaine des événements, conférences, tables rondes, projections de films, formations, et qui est la source principale de revenus du lieu. Sauf que comme, vous vous en doutez, dans le contexte actuel, le lieu est fermé et ne peut plus accueillir de public. Donc a priori, plus d'événements, mais aussi plus de revenus. Sauf que la base, c'est pas qu'un lieu, c'est aussi une communauté qui garde le lien malgré la distance. C'est pourquoi on a décidé de programmer des événements en ligne, parce qu'il y a toujours, des choses à partager et encore plus maintenant. Et c'est aussi, la raison pour laquelle on vous propose de participer à prix libre lorsque vous suivez nos événements. Ça nous aide à faire face à cette, situation difficile et à rouvrir, sereinement nos portes une fois la crise passée. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de cliquer sur le lien en description que je vous redonne, labase.paris/don. Et maintenant, je laisse la parole à Thomas Rialan, cofondateur de la structure Second Degré, qui va nous présenter le sujet d'aujourd'hui. Ouais, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là. On va repasser 1 heure et demie ensemble, comme hier, et comme hier, on va parler d'énergie et climat. Pour ceux qui n'auraient pas vu la conférence d'hier, un petit mot que je peux donner tout de suite. Vous pouvez rester, au contraire, parce que de toute façon, vous pourrez revisionner la première partie, que vous retrouverez en ligne, et je vais commencer cette présentation. Donc on va passer 1 heure et demie ensemble. Je vais commencer cette présentation avec 5 minutes pour faire un peu le point, le récapitulatif de ce qu'on a dit dans la première partie. En tout cas, ce soir, on va voir la seconde partie du sujet énergie-climat, toujours en se basant sur la présentation d'Avenir climatique qui s'intitule « Parlons climat avec énergie ». Pour redonner juste à ceux qui n'étaient pas là hier quelques petits éléments de contexte. Donc moi, je suis Thomas Rialan et j'anime des formations de sensibilisation aux questions climatiques et environnementales. Et ce soir, comme hier, je me base sur une présentation qui provient de l'association Avenir Climatique, qui est une association qui essaye de vulgariser la problématique énergie-climat. Alors, qu'est-ce que c'est que la problématique énergie-climat? On en a vu une première partie hier. Hier, on a parlé, on a commencé avec une première partie sur l'énergie, on a redéfini ce qu'était l'énergie, on a montré qu'au quotidien, nous tous, pour réaliser des actions de base, comme on a donné l'exemple de se faire griller une tartine dans un grille-pain, mais toutes les actions qu'on réalise au quotidien et qui nous semblent couler de source, charger un ordinateur, se déplacer, prendre le train, griller une tartine ou cuire un gâteau, sont des actions qui requièrent une grande quantité d'énergie. On a montré que cette quantité, elle dépassait de très loin ce qu'était capable de fournir un homme. Elle dépassait de très loin l'énergie qu'était capable de fournir un homme. Donc, pour vous redonner des ordres de grandeur, on a par exemple montré que un homme, au fait de sa puissance musculaire, était à peine capable de réaliser une action de base comme se faire griller une tartine s'il pédalait sur un vélo qui convertissait cette énergie. Donc, on a montré cette question. On a ensuite parlé des énergies renouvelables et fossiles. On a montré comment avait augmenté la consommation d'énergie primaire dans le monde, comment elle était répartie. On a montré qu'une grande partie de l'énergie qu'on consommait aujourd'hui, c'était des énergies fossiles, puisque 85% de l'énergie primaire consommée dans le monde, c'est de l'énergie fossile. On a fait le lien entre énergie et émissions de CO2, puisqu'on a montré comment évoluer les émissions de gaz à effet de serre. On a redonné des éléments de compréhension sur le fonctionnement du système climatique. On a essayé d'expliquer pourquoi les gaz à effet de serre que l'homme, donc les gaz à effet de serre anthropiques que l'homme rajoutait dans l'atmosphère et qui venaient s'additionner aux gaz à effet de serre naturels,
parce que l'effet de serre est un phénomène naturel, eh ben, déséquilibrer la machine climatique. Et on a essayé d'expliquer quelles étaient les conséquences de ces éléments-là, mais ça, on va le repréciser ce soir. Donc, voilà, on va repasser 1 heure et demie ensemble. Si vous avez des questions, comme hier, vous n'hésitez pas, vous pouvez poser vos questions sur le chat, j'y répondrai, je les verrai apparaître, et ben, on va passer un bon moment de sensibilisation, de conversation ce soir ensemble. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'être là. Alors, donc hier, on a fini, je reviens un tout petit peu en arrière sur les slides. Voilà, on avait expliqué cet élément, on avait montré que la consommation d'énergie primaire avait énormément augmenté, que ça engendrait une hausse, évidemment, des émissions de CO2. On avait reparlé du mécanisme de l'effet de serre, et donc, puisqu'on ajoute des gaz à effet de serre, il y a une plus grande chaleur qui est emmagasinée, il y a une énergie additionnelle qui arrive dans le système Terre et qui déséquilibre certains éléments, qui déséquilibre les différents éléments du système climatique qu'on a là. Et on avait reparlé du cycle naturel du carbone. On avait aussi montré que les émissions, c'était à la fois les gaz à effet de serre, mais aussi la déforestation, le carbone capté par les arbres qu'on brûlait, qu'on réémettait. On avait montré, voilà, ce graphique qui montre très bien la très grande accélération des émissions de gaz à effet de serre, puisque là on parle des 3 gaz principaux, le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d'azote, dont les concentrations avaient explosé en fait depuis 1805, en fait depuis plutôt 1940. On mesure la concentration du gaz à effet de serre, du gaz carbonique, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère depuis 1960 à peu près. Donc, si vous regardez sur Internet, il y a les courbes sont assez explicites. Il y a une base à Hawaï qui fait ça. Donc on avait parlé de ça, et on avait parlé des boucles de rétroaction, mais ça, je vais pas y revenir. Et donc, ce soir, on va repréciser les conséquences du changement climatique, les conséquences futures, et donc ce qui va nous arriver collectivement dans les années et dans les décennies à venir, en tout cas sur le 21e siècle, et puis avec des conséquences qui seront fluctuantes, pas les mêmes en fonction de notre capacité collective à agir et à réduire nos émissions et à nous orienter vers ce qu'on appelle la neutralité carbone. Donc on reprécisera aussi ce concept. Ce soir, on montrera les trajectoires d'émissions qu'il faut que collectivement on suive. Donc les trajectoires de réduction d'émissions. On reparlera un peu des accords de Paris, de ce qu'il y a dans ces accords. On parlera de leur respect ou non par les gouvernements et les sociétés. Et puis après, on entrera dans la 3e partie de cette présentation, donc les leviers, le passage à l'action, où là, on montrera surtout, on redonnera plutôt des éléments à l'échelle individuelle pour permettre de prendre conscience de la transition de mode de vie que le respect des accords de Paris et le respect des trajectoires d'émissions qui nous permettent d'avoir un climat viable. On montrera à quel point les efforts à faire sont conséquents et ça demande une vraie transition de façon de voir le monde, de se rapporter au monde et de vivre au quotidien. Donc, ça sera dans une 3e partie. Et donc, là, je vais reprendre en parlant très rapidement donc, des experts du climat pour redonner quelques éléments de compréhension. Donc, normalement, vous avez tous déjà entendu, toutes et tous, déjà entendu parler du GIEC, donc l'IPCC en anglais. C'est un groupe de scientifiques de 195 pays, enfin, c'est un organisme onusien rattaché à l'ONU, auquel 195 pays sont membres, et dans cet organisme, il y a des scientifiques de tous les pays du monde qui sont chargés, tous les 5 ans, d'établir un rapport sur la totalité de la science climatique. Donc un rapport qui fait la synthèse de la science climatique. Les rapports du GIEC, normalement, vous les avez pas lus, puisque, à vrai dire, seule une poignée de gens les lisent, ils font 4500 pages.
Donc il y en a eu 5. Ils sont divisés en 3 grandes parties. On explique les mécanismes scientifiques qui sont à l'œuvre derrière le dérèglement climatique. On montre les conséquences et les impacts. Donc ça, les mécanismes, c'est le premier sous-rapport. Le deuxième, c'est les impacts et les conséquences. Le troisième, c'est les trajectoires d'adaptation et quelles évolutions on peut prendre. Donc, voilà, tous les 5 ans, il y a ces rapports-là. Et puis nous, ce qui nous arrive le plus souvent sous les yeux, ce sont soit les à peu près 50 pages, 50-100 pages du résumé pour les décideurs, ou plutôt les 2 pages du communiqué de presse lié à la sortie. Et puis après, bon, la presse fait les gros titres. Tout ça pour dire que c'est un corpus de connaissances qui est extrêmement robuste. Peut-être un des corpus scientifiques sur une thématique donnée les plus robustes qui soit, puisque le GIEC ne produit pas de la science, mais fait la synthèse de la science. Donc, en fait, récupère tous les papiers de recherche sur le climat et sur toutes les sphères du climat qui interagissent ensemble et fait la synthèse de ça. Donc, c'est des travaux extrêmement conséquents. Et je vous invite, si vous êtes curieux, à vous rendre sur le site du GIEC, de l'IPCC, et puis à regarder un peu. Il y a des choses vraiment intéressantes. Et puis, il y a parfois des rapports spéciaux. Donc, par exemple, vous pouvez aller lire le rapport spécial 1.5, qui est sorti il y a à peu près 5 ans, et qui s'est évertué à montrer les différences d'impact d'un réchauffement de 1,5 degré et de 2 degrés. Donc, voilà pour le GIEC. Et ce groupe d'experts, qui est né dans les années 90, il s'est d'abord attaché à montrer 2 choses. La première chose qu'il a dû montrer, c'était le fait que c'était bien les activités humaines qui étaient responsables du changement climatique et de son accélération, parce que dans les décennies 1980-1990, même si il y avait déjà beaucoup de choses sur la science climatique, il y avait encore beaucoup de détracteurs, et donc progressivement, ils ont affiné leurs conclusions, et le dernier rapport dit que c'est bien à 95% l'activité humaine qui est responsable du dérèglement climatique. Et puis, et donc ça, c'est ce qui a marqué juste en dessous, les rapports du GIEC ont essayé de détailler et de préciser les conséquences pour nos sociétés de trajectoire de dérèglement, de trajectoire d'émission. Donc là, on va rentrer dans une première notion qui apparaît dans ces rapports, c'est le tableau, le graphique sur 2 axes que vous avez à droite, et qui montre sur un premier axe qui est décomposé donc en période de 50 ans, et sur un deuxième axe, l'augmentation des températures moyennes à la surface du globe. Température moyenne à la surface du globe, c'est en fait, on prélève en plein de points du globe la température, et puis on fait une moyenne globale, donc sur les océans, sur les terres, voilà, avec évidemment des variabilités de réchauffement. Par exemple, ça se réchauffe beaucoup plus vite en montagne et au pôle que sur les terres, et ça se réchauffe globalement plus vite sur les terres que sur l'océan. Donc il y a des variabilités, mais après on lisse. Et donc, en fait, les rapports du GIEC, pour essayer de présenter des conséquences, de montrer quels peuvent être les impacts en fonction de notre trajectoire de société, a recours à ce qu'on appelle des scénarios d'émissions. Donc là, il y a sur ce graphique 4 scénarios d'émissions, intitulés RCP 2.6, 4.5, etc. RCP, ça veut dire Representative Concentration Pathway, donc en fait, c'est lié à une notion qui s'appelle le forçage radiatif, donc la quantité d'énergie additionnelle qui entre dans le système Terre, la quantité d'énergie additionnelle de rayonnement solaire qui est captée par l'atmosphère, piégée par les gaz à effet de serre. Et donc, en fonction de ce forçage radiatif additionnel, on a des scénarios d'évolution de température qui évoluent. Le scénario 8.5, RCP 8.5, il est aussi appelé souvent business as usual, donc c'est le scénario où la trajectoire d'évolution et d'augmentation des émissions continue, et donc on reste sur une trajectoire à peu près équivalente.
et donc ça provoque une augmentation accélérée de la hausse des températures. Et puis après, on a 3 autres scénarios. Un scénario RCP 2.6 qui est aussi, si on le convertit en scénario d'évolution de température, le scénario 1,5 degré, donc qui est l'objectif des accords de Paris, on y reviendra. Et puis après, il y a 2 scénarios plus ou moins optimistes, donc le scénario RCP 4.5 et 6, voilà, qui vont amener à des évolutions de température différentes. Et donc, bon, on voit plein de choses sur ce premier graphique déjà. La première chose, c'est que si on continue comme on est parti, on arrive d'ici à 2100, donc à la fin du siècle, parce que quand on parle des scénarios 1,5 degré, 2 degrés, 3 degrés, on se donne comme fenêtre la fin du siècle. Et pourquoi on fait ça? Parce que déjà, parce que c'est une durée qui nous paraît à peu près entendable. On a du mal à se projeter plus loin. La fin du siècle, c'est une génération après nous, à peu près, pour ceux qui ont mon âge, donc à peu près 30 ans. Et puis c'est aussi parce que on compare les gaz à effet de serre sur une durée de 100 ans. Du coup, on garde la même échelle de temps. Du coup, si on continue comme on est parti, ça c'est le scénario RCP 8.5, donc réchauffement entre 4 et 12 degrés. On voit aussi que plus on va émettre et plus on va avoir une température qui augmente, donc plus on est sur un scénario où il y a un accroissement de la température, plus il y a une forte variabilité. Hein, on voit que la fourchette haute et la fourchette basse sur le scénario 8.5, elle est beaucoup, beaucoup plus étendue que sur l'autre fourchette. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on émet, plus on dérègle, moins c'est ce qui va se passer, en gros. Après, il y a les scénarios qui sont plus positifs, ça j'y reviendrai, mais le scénario continue comme on est parti, c'est aussi un scénario qui veut dire que en 2100, pour se projeter sur ce que ça veut dire socialement, en 2900, on est 10 milliards d'habitants et on a tous le niveau d'émission qui est celui de la Pologne aujourd'hui, donc un peu plus faible que la France. Et donc si on a ce niveau d'émission-là, d'un pays européen moyen, et qu'on est 10 milliards sur la planète et que tout le monde émet à peu près de la même façon, eh ben, on sera sur le scénario 4-12 degrés. Je reviendrai sur les conséquences après. Donc voilà pour les scénarios d'émission. Et après, ces scénarios d'émission, ils sont convertis enfin, ils ne sont pas convertis, mais ils nous permettent d'étudier des impacts sur à certaines échelles et puis en fonction de certains éléments. Donc là, par exemple, on a 2 planisphères qui comparent l'évolution de la température moyenne en surface, parce qu'évidemment, dans tous ces scénarios, il y a la question des températures en surface, à basse altitude, moyenne altitude, etc. C'est très complexe, mais donc là, on voit que la différence, en fait, entre un scénario baisse des émissions et on continue comme aujourd'hui, dans un scénario, on continue comme aujourd'hui, fin du siècle, au pôle, donc si on prend les bandes les plus hautes ou les plus basses, bon, bah, on est à plus 9 ou 10 degrés de température moyenne. Alors que sur un scénario 2.5, au pôle, on est plutôt à plus 3, plus 4 degrés de moyenne. Pourquoi sur un scénario plus 1,5 degré de température moyenne, on n'est pas à plus 1,5 au pôle? Parce que les pôles étant plus froids, ils vont commencer à se réchauffer en premier. Ou en tout cas, c'est là que la variabilité de température va être la plus forte. Donc, voilà, après, ces rapports précisent les impacts en fonction des scénarios sur la hausse des températures moyennes, la variabilité de précipitations, la sécheresse des sols, l'évolution de la végétation, etc. etc. Donc, je vais rentrer dans certains détails. Comme on l'a dit hier, on a montré un élément, c'est que par le passé, le climat de la Terre a pu évoluer. Donc la Terre a oscillé entre des périodes qu'on appelle glaciaires et des périodes interglaciaires, où il y a pu y avoir
une différence de température moyenne à la surface de la Terre d'environ 5 degrés. Donc, dans la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, il fait globalement 5 degrés de moins en moyenne sur Terre. Donc, on peut dire 10 degrés, sachant que la température atmosphérique moyenne aujourd'hui est de 15 degrés. Du coup, on a eu cette bascule de température, les glaces ont fondu, on en a parlé, notamment au pôle, le climat a évolué, et donc ça, on remontrera certaines choses. Donc, on a eu, en 10 000 ans, un réchauffement de 5 degrés, du coup, un réchauffement d'à peu près 0,5 degrés par siècle. 0,05 degrés tous les 100 ans. Aujourd'hui, les scénarios qu'on vient de présenter, hein, ces scénarios-là, ils montrent, en fait, ils nous font envisager un réchauffement de la même amplitude, 5 degrés, mais sur un siècle. Et en fait, c'est là toute la particularité du réchauffement actuel, c'est qu'on est en train de faire évoluer le climat peut-être dans des proportions qui auraient pu être gérables si ça avait été fait sur une amplitude de temps bien différente. Parce que sur une amplitude de temps bien différente, les espèces ont le temps de migrer, la biodiversité a le temps de s'adapter, les écosystèmes ont le temps de se réguler, et donc, en fait, on conserve la capacité à vivre de façon sereine, mais là, c'est vraiment le réchauffement extrêmement accéléré, donc 100 fois plus rapide, en fait, qui fait qu'on va peut-être basculer dans quelque chose qu'on ne sait déjà pas prédire, mais surtout qui sera très problématique. Donc ça aussi, c'est un élément qu'il faut avoir en tête, parce que bon, c'est aussi un élément, un argument parfois avancé par les personnes qui vont contre la science climatique. Alors là, hop, je vous montre un petit graphique, je pourrais vous le remontrer. On a donc la limite 1,5 degré, la limite 2 degrés, et puis le changement de température entre 1850 et 2016. Hop. Et donc on voit que petit à petit, progressivement, donc c'est une bonne manière de visualiser, progressivement, les courbes s'écartent, donc c'est pas des courbes, mais les points s'écartent du centre et tendent vers une hausse des températures, avec aussi, on voit que, je vais la relancer, voilà. Voilà. On voit qu'en fait, progressivement, ça va de la hausse des températures est de plus en plus rapide. Il y a de plus en plus d'écart entre chaque point et d'année en année. Donc, en fait, ce que montre ce petit graphique visuellement, c'est qu'effectivement, on est bien déjà sur une trajectoire à 1,5, peut-être 2 degrés, mais donc depuis 150 ans, là, il y a eu une hausse des températures moyennes à la surface du globe. Et puis, cette hausse des températures, elle n'est pas linéaire, hein. On n'a pas gagné 1 degré en 150 ans, et puis on va gagner de nouveau 1 degré en 150 ans, et elle s'accélère, elle va de plus en plus vite. Donc là, et c'est aussi ce qui est marqué, donc il n'y aurait-il pas un effet d'emballement? Pas encore, mais c'est vrai que plus on avance, plus ça s'accélère. Donc ça, c'était une manière, en tout cas, de voir la hausse des températures. Du coup, maintenant, on va entrer, une fois qu'on a dit ça, dans une partie qui présente un peu plus les conséquences du changement climatique. Pourquoi on parle de ça? Parce que, en fait, une des difficultés qu'on peut avoir à appréhender ce mécanisme de dérèglement climatique, c'est que c'est un système très complexe, et le plus souvent, quand on en parle, on dit bon, bah, on se dirige vers une trajectoire de plus 1 degré, plus 2 degrés, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Plus 1, plus 2, en fait, si on s'arrête à ça, bon, bah, c'est juste et qu'on se dit, bah, il va juste faire 1 degré en moyenne, 1 degré en moyenne plus chaud, bon, on a du mal à se rendre compte des impacts. Mais en fait, comme on est sur des processus complexes, on a des dérèglements qui arrivent à plein de niveaux. Donc là, on présente quelques impacts physiques qu'on précisera ensuite. Et si on fait ça, c'est pas pour
enfin, c'est pas pour se projeter vers un futur apocalyptique, mais c'est pour prendre conscience de tout ce qui va être perturbé et modifié. Et puis c'est aussi pour se donner l'énergie de se battre et d'agir. Alors, évidemment, hausse des températures, vague de chaleur. Alors ça, je repréciserai parce qu'il y a un exemple avec la hausse des apparitions de vagues de chaleur que je présenterai, qui arrive un petit peu plus tard dans la présentation. Alors, il y a un autre impact physique, c'est la perturbation des précipitations. Évidemment, comme il fait plus chaud, et comme le climat dérègle, il y a un impact sur le cycle de l'eau et donc sur les précipitations. Sur les précipitations, il peut y avoir deux types d'impacts. Il peut y avoir en fait des niveaux de précipitation qui évoluent, donc il va plus pleuvoir en moyenne sur une zone ou moins pleuvoir, mais il peut y avoir aussi des déséquilibres. Il va pleuvoir plus fortement pendant une période et moins fortement pendant une période. Au total, ça ferait la même quantité de précipitation, mais si c'est déséquilibré en fonction des mois, bon, ça peut dérégler les écosystèmes. Aujourd'hui, on est en train de vivre une telle période, puisque là, ça fait à peu près, si vous êtes dans le nord de la France, ça fait à peu près un mois qu'on n'a quasiment pas eu de pluie, ce qui est extrêmement rare et par rapport aux moyennes de ce type de mois. Perturbation des précipitations, donc on peut expliquer, mais c'est parce qu'il fait plus chaud, il y a plus d'évaporation au niveau du sol, donc les sols sont plus secs, il y a plus d'évaporation au niveau du sol, et donc le cycle des précipitations va être perturbé. Augmentation de la fréquence ou de l'amplitude des événements extrêmes, par exemple, globalement, le réchauffement climatique va renforcer pas l'orientation du vent, mais la force du vent en moyenne. Et puis, il va augmenter l'apparition de phénomènes extrêmes comme les ouragans, les typhons. Pourquoi? Parce qu'un ouragan, ça a besoin d'un océan chaud pour se former. L'océan étant globalement plus chaud, ça renforce ce type de phénomène. Et ça, on a pu voir avec des ouragans il y a quelques années, notamment à Saint-Martin et dans tout l'archipel des Caraïbes, qui dépassaient fortement ce qu'on avait pu voir par le passé. Élévation du niveau des eaux. Alors là encore, on a du mal à se rendre compte de ce que ça veut dire lorsqu'on dit l'eau, le niveau de la mer va monter de 30 cm, 40 cm, 50 cm. Pour vous donner un exemple, l'élévation du niveau de la mer fait déjà qu'il y a des villes en France qu'on envisage de déplacer. La municipalité de Lacanau envisage de déplacer la ville. Et dernièrement, il y avait des cartes de l'Agence européenne de l'environnement qui montraient à quel point les littoraux vont être touchés et qui faisait un peu les estimations du nombre de personnes qu'on allait devoir déplacer. Augmentation de l'acidité des océans parce que il y a plus de carbone qui entre dans les océans, ça augmente l'acidité, ça a notamment pour impact de détruire les organismes qui doivent se constituer des coquilles. Donc ça a des impacts à différents niveaux. Et là, ce que montre le graphique suivant, c'est qu'en fait, tous ces éléments, ils sont interconnectés. Donc, des perturbations même sur des choses sur lesquelles on pourrait imaginer que, en fait, en France, on n'est pas forcément touché par les ouragans, mais évidemment, dans un monde interconnecté, tout ça peut avoir des conséquences. Les perturbations des précipitations, ça peut renforcer le stress hydrique. Le stress hydrique, ça renforce ou ça entraîne une baisse des rendements agricoles. Une baisse des rendements agricoles, ça contribue à générer de la tension sociale, etc., etc. Et donc, il y a des mécanismes qui peuvent être entraînés avec des conséquences relativement problématiques. Donc là, on a un nouveau graphique qui essaye de montrer l'inégale répartition du risque climatique. Et en fait, ce qui manque sur cette carte, c'est l'équateur qui passe à peu près ici. Et en fait, pourquoi le risque climatique est plus élevé ou plus extrême à ces latitudes, aux latitudes qui sont présentées en rouge et en orange, c'est en fait parce que
on est plus proche de l'équateur et l'augmentation de la température va être plus forte. Par exemple, on estime que globalement, sur le continent africain, il faut ajouter 1 degré d'augmentation des températures moyennes par rapport au scénario classique. Donc, dans un scénario plus 2 degrés, il faut considérer que sur le continent africain, ça fait plus 3 degrés. Parce que c'est pas les mêmes zones climatiques et parce qu'ils sont plus proches de l'équateur. Ce que montre aussi ce graphique, c'est qu'il y a une inégale répartition donc dans le risque, dans les impacts. Les impacts vont être plus importants dans ces pays, alors que ces pays, on le verra ensuite, sont globalement des pays qui ont bien moins contribué au dérèglement climatique. Donc c'est pour ça que on parle d'injustice climatique, mais on est aussi sur des pays qui ont globalement un niveau de développement plus faible et donc une capacité à répondre à ce risque et à ses impacts réduite. Donc là, ça pose aussi des questions sur pas le sens de responsabilité, mais comment nous, qui aurons à la fois plus de possibilités à répondre et de capacité à répondre aux impacts qui seront moins touchés et qui ont une responsabilité plus forte, comment on agit face à ça et comment on se positionne. Donc il y a une inégale répartition et à des échelles plus petites, bien entendu, il y a aussi une inégale répartition. Donc tous les pays européens ne vont pas être touchés de la même façon. Par exemple, la France sera plus touchée que l'Allemagne, notamment parce qu'on a une façade maritime plus grande, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas les mêmes climats. Bon, donc après, on pourrait rentrer dans des détails. Le bassin méditerranéen va être particulièrement touché par rapport au nord de la France. Donc il y a aussi des différences à ce niveau. Et donc, oui, ce que dit cette carte, c'est que globalement, avec une plus faible capacité à répondre au changement climatique et des impacts plus prononcés, il risque d'y avoir une hausse des inégalités climatiques et des inégalités sociales dans les années à venir. Donc, maintenant, on va parler plutôt du cas français. Ici, on a quelques éléments qui nous permettent de se projeter dans les déséquilibres qui ont déjà eu lieu. Donc l'année 2008 a été la plus chaude depuis les débuts des relevés météo. L'année 2009 a été plus chaude que 2018. Et globalement, il est très probable que 2020 suive la même tendance. En tout cas, en France, on a eu un hiver extrêmement doux. Ce qui a un impact positif, c'est que ça fait baisser la consommation d'énergie, mais on aurait pu s'en passer. Et un printemps pour le moment très chaud. Donc, on redonne aussi un chiffre, 1500 décès supplémentaires dus aux vagues de chaleur. Si on met ça en rapport avec le nombre de décès du Covid-19, on est sur 10%, 10% annuellement. Bon, c'est conséquent. La canicule de 2003, ça a été 70 000 morts en France. On a des déséquilibres du système climatique, donc cryosphère, hydrosphère, une couverture neigeuse qui s'est effondrée. On reviendra sur ces impacts-là, un niveau de la mer qui a déjà fortement augmenté, et puis ça, on en entend plus souvent parler au niveau des récoltes et des cultures, mais les vendanges avancent dans la saison. Elles se font de plus en plus tôt parce que les raisins arrivent à maturité de plus en plus vite. Les raisins sont aussi d'ailleurs de plus en plus sucrés parce qu'il fait de plus en plus chaud. Du coup, les vins ont une teneur alcoolique de plus en plus forte. Donc, ça, c'est aussi une anecdote. Mais on estime que d'ici 2 à 3 décennies, on ne sera plus en capacité de faire des vins à moins de 16 degrés, sauf si on change les cépages parce que globalement, température plus élevée, raisins qui arrivent à maturité plus vite et qui sont plus sucrés, teneur alcoolique plus forte. Donc là, on voit qu'on a déjà des conséquences nombreuses.
Et maintenant, bon, comment tout ça va évoluer? Encore une fois, l'objectif de cette présentation, c'est pas de faire peur, c'est juste de se rendre compte de ce qui arrive si on ne fait rien. Ou plutôt de pourquoi c'est extrêmement important de passer à l'action. Donc il ne faut pas prendre ça comme quelque chose d'effrayant, mais juste comme la réalité. Et donc c'est vrai, c'est dur, mais c'est aussi ça ce qui permet de s'engager. Donc là, on va donner un exemple que je trouve extrêmement parlant. C'est des modélisations de la hausse des vagues de chaleur proposées par Météo France. Donc, si vous allez sur le site de Météo France, il y a un petit outil, ils ont leur modèle climatique s'appelle Aladdin, et avec Aladdin, ils simulent l'évolution de différents paramètres en fonction de l'évolution du climat. Et donc, il y a un paramètre qui est l'évolution des vagues de chaleur. Une vague de chaleur, c'est lorsqu'on dépasse un certain nombre de jours, à partir de 5 jours, durant lesquels la température moyenne ne passe pas sous un certain niveau. On parle de canicule quand ça passe pas, il me semble, de 28 degrés pendant 3 jours. Et quand on dit 28 degrés pendant 3 jours, c'est 28 degrés de température moyenne, donc jour-nuit. Et donc ça, c'est représenté par des bulles. On a le nombre de jours durant lesquels il y a eu une certaine température. Bon, donc, par exemple, la vague de chaleur de 2003, qui s'est étendue sur toute l'Europe de l'Est, elle a duré à peu près 18 jours, et la température moyenne était de 29 degrés. Donc là, on a les autres vagues de chaleur. Et donc maintenant, le modèle climatique permet de dire, bon, bah, comment les vagues de chaleur vont évoluer. Donc là, on prend une échelle un peu plus grande, on repositionne nos vagues de chaleur, et puis hop, on prend différents. Donc là, on est dans le scénario RCP 8.5, c'est celui dont on a parlé, qui est présent dans les rapports du GIEC, et puis on module comment ça va se passer entre 2020 et 2050. Donc là, dans les 10, 20, 30 années à venir, ça va pas fortement évoluer. Ce qu'on voit quand même, c'est que il y a plutôt des vagues de chaleur qui vont durer un petit peu plus longtemps, donc ça se décale vers la droite, puisque toutes les vagues de chaleur qui dépassent 25 jours arrivent à l'horizon 2020-2050, et ce ne sont pas des événements qui se sont produits dans les 50 ou 70 années passées. Et puis on a une occurrence encore importante. Et puis après, hop, on peut continuer à tirer l'horizon temporel. Et donc là, on est dans un scénario RCP 8.5, donc le scénario on ne fait rien pour limiter les émissions. Et dans le scénario où on ne fait rien pour limiter les émissions, à la fin du siècle, donc sur la période 2070-2100, eh ben on voit comment vont se comporter, enfin voilà, quelles seront les vagues de chaleur qui nous frapperont. Donc déjà, on est relativement saisi par la force et l'importance que va prendre ce phénomène, puisque voilà, dans les modèles, on peut avoir des vagues de chaleur qui dureront quasiment tout l'été, sur tout juin, juillet, août, durant lequel les températures ne redescendront pas en dessous de 33 degrés moyenne journée. Donc ça fait des températures dans la journée de 45-50 degrés. On estime que dans un scénario de 2 degrés, en pic de canicule, on pourrait avoir en Île-de-France des températures de 50 à 55 degrés en journée. Donc ça permet de prendre conscience, encore une fois pas pour se faire peur, mais parce que c'est ce qui arrive si on ne fait rien, de prendre conscience de la bascule vraiment dans un autre type de monde et dans un autre type de climat. Donc je vous invite à aller voir ce que dit Météo France, hein, c'est en accès libre. Et puis voilà, vous pouvez simuler d'autres paramètres, la hausse des précipitations, la hausse des événements extrêmes. Et puis vous pouvez aussi jouer, et ça c'est encore plus intéressant, sur les scénarios, parce que là on est dans un scénario, on ne fait rien pour baisser les émissions. Mais si vous allez dans des scénarios, on limite fortement, vous allez voir comment ces paramètres-là évoluent. Donc même si évidemment un graphique c'est toujours difficile pour se rendre compte de la réalité des choses, hein. Entre cette bulle et la réalité d'un été avec 100 jours à 35 degrés de température moyenne, il y a une belle différence de perception, mais bon, ça aide quand même à se rendre compte
de ce qui peut se passer. Voilà, donc maintenant, on va citer quelques événements, je vais passer vite, c'est vraiment pour montrer que le, le, le dérèglement est déjà là et que, bon, il peut aller s'amplifiant et quel type de phénomène va s'amplifier. Si vous avez des questions, hein, vous n'hésitez pas à m'interrompre, je serais ravi de répondre. Alors, bon, évidemment, on va plutôt pas parler de ça, mais il y a eu dans les épisodes de canicule précédentes une baisse du niveau moyen des fleuves. Au-delà du fait que ça pose des problèmes en approvisionnement en eau, en eau courante, ça a d'autres conséquences auxquelles on réfléchit pas tout de suite, auxquelles on pense pas tout de suite. Mais par exemple, ça va limiter le transport fluvial ou ça va l'interrompre. Du coup, soit il y a un report du transport sur route, donc il y a une hausse des émissions, donc ça c'est une rétroaction positive encore. Soit il y a simplement un arrêt, et donc ça peut causer des problèmes d'approvisionnement. Il y a une autre conséquence de ça, c'est que, par exemple, les centrales nucléaires ont besoin de beaucoup d'eau pour rafraîchir les réacteurs, et donc consomment de très grands volumes d'eau. C'est pour ça que globalement, elles sont toutes, c'est parce qu'elles consomment cette eau qu'elles sont toutes situées soit sur une façade maritime, hein, les premières étaient en Normandie, soit à proximité des fleuves. Mais lorsqu'il fait chaud, la température des fleuves augmente, et passé certaines températures, on doit interrompre les centrales parce que l'eau est trop chaude pour refroidir les centrales. Du coup, on a une baisse de la production électrique. Cette baisse de la production électrique, si l'été, on a une augmentation de la consommation électrique, notamment parce que demain, il faudra augmenter les besoins en climatisation vont augmenter, bon, on voit qu'il y a des tensions qui peuvent naître. Donc, c'est pas juste des conséquences sur notre cadre sur le climat et des phénomènes météorologiques qui s'amplifieront, c'est aussi des conséquences sur l'organisation du système. Et c'est ça, en fait, qui est intéressant à percevoir, c'est comment tout s'entremêle. Bon, sur l'agriculture, il y a déjà, à l'échelle internationale, des études qui montrent la baisse des rendements et donc, en conséquence, le besoin de tendre vers d'autres modèles agricoles. Mais là, pour reprendre simplement l'exemple du vin, globalement, les zones de répartition des vignes vont devoir remonter au nord. Des zones qui n'étaient pas propices à la culture de la vigne le deviendront, donc la Bretagne, la Normandie, et il va falloir adapter les cépages pour trouver des cépages qui soient plus résistants aux hausses de chaleur. Et quand l'article du Monde dit « Sera-t-il bientôt possible de produire du vin ?» en France, il dit notamment ce dont j'ai parlé, que la teneur alcoolique des vins va augmenter. Donc voilà, encore une fois, des impacts qu'on n'imagine pas au départ. La biodiversité, c'est intéressant. Je reviendrai dessus en précisant des choses, mais de même, la zone de répartition des arbres évoluer parce que dans certaines zones, on n'aura pas des hivers assez froids, et les hivers froids, c'est important pour certains types d'arbres parce qu'ils entrent en dormance, ça entraîne certains mécanismes. Bon, ça va aussi avoir un impact, mais ça, je reviendrai dessus. La santé, globalement, il y a une évolution et une apparition de nouvelles maladies avec l'évolution des températures, et c'est aussi parce que bon, il y a plein de phénomènes derrière, hein. Il y a l'arrivée de nouvelles maladies parce qu'on transporte des nouveaux pathogènes et des nouveaux vecteurs. Par exemple, la maladie de Lyme, qui est véhiculée par une tique, en fait, elle vient de l'étranger, elle a été transportée, mais on montre aussi que globalement, plus il fait chaud, plus il y a de pathogènes, et il y a des nouvelles maladies qui peuvent apparaître. Bon, je peux peut-être aussi parler de tourisme. Par exemple, on parle souvent du ski, des stations de sport d'hiver. Vous pouvez aussi aller voir sur le site de Météo France, mais sur un autre site qui s'appelle DRIAS, les futurs du climat.
il est bien montré comment va évoluer la couverture et le manteau neigeux dans les années à venir. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'une station de ski, c'est un modèle économique assez précaire. Il est à l'équilibre s'il y a à peu près 90 à 100 jours de manteau neigeux de qualité et d'ouverture. Euh, donc, si il y a un manteau neigeux, en fait, demain, il continuera à y avoir de la neige. Et s'il y a de la neige, peut-être juste 60 jours par an dans certains domaines, et notamment dans les domaines bas, bon, eh ben, les stations pourront pas continuer à fonctionner. Donc, ça a évidemment aussi des impacts économiques forts. Les infrastructures, je vais pas en parler. Là, ces deux graphiques, ils montrent quelque chose d'assez intéressant, c'est comment a évolué le climat en Europe. Donc, on l'a dit, il y a 10 000 ans, lors de la précédente période glaciaire, c'est moins 5 degrés, et donc on avait une couche de glace qui recouvrait, enfin une banquise, hein, qui recouvrait tout le nord de l'Europe, et la France n'était absolument pas une forêt, parce que bon, avant que l'homme s'y installe et défriche, globalement, le continent européen, c'était une très grande forêt. C'était un climat tempéré qui permettait d'avoir des forêts. Mais il y a 5000 ans, avec moins 5 degrés, le climat ne permettait pas ça et on était plutôt sur un climat de steppe. Donc avec une végétation beaucoup, beaucoup plus faible. Ce que montre ce graphique, c'est comment, en fait, 5 degrés d'augmentation de température fait évoluer de manière extrêmement forte le type de climat et le type de végétation qu'on va avoir. Du coup, là, on a une bascule en 10 000 ans, donc 0,05 degrés par an, par siècle, pardon. Donc, qu'est-ce qui va se passer en 100 ans? C'est toute la question. Du coup, comment on fait quand on voit ça? Comment on se positionne? Qu'est-ce qu'il faut avoir à l'esprit? Il y a deux grandes notions qu'il faut avoir en tête. La première notion, c'est l'atténuation. Il va falloir limiter au maximum les émissions, tendre vers la neutralité carbone, donc tendre vers l'arrêt des émissions. On précisera cette notion. Et dès à présent, il va falloir s'adapter. Aujourd'hui, on a encore de l'énergie, on a encore des sociétés qui fonctionnent à peu près correctement. Du coup, il faut prévoir et anticiper les conséquences de ce réchauffement et prévoir ses impacts sur les sociétés humaines pour s'adapter, faire évoluer le modèle agricole, limiter les besoins de transport, faire évoluer les villes, etc. etc. On reviendra sur ces points. Mais donc, atténuer, s'adapter, deux notions importantes. S'il y a des questions, encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Bon, s'adapter, atténuer, très bien. Il y a quand même des petits problèmes et un mode de vie qui aujourd'hui permet plus difficilement qu'hier de faire ça. Donc on est extrêmement sédentaire. 50% de l'humanité vit dans les villes, 70% d'ici 30 ans. Je ne veux pas te dire de bêtises, c'est peut-être fin du siècle, mais bon. L'urbanisation continue. Les villes, c'est des systèmes plus complexes, moins adaptables et qui ont des besoins énergétiques très forts. La consommation énergétique de Paris, c'est 100 000 barils de pétrole par jour, si je ne dis pas de bêtises. Juste pour Paris, hein, pas l'Île-de-France, pour répondre à ces besoins énergétiques en tout genre. On a un monde qui est plus complexe, bon ça c'est très bien illustré avec le Covid, des chaînes d'approvisionnement éclatées, donc un dérèglement dans un pays peut entraîner des bascules importantes, et évidemment on dépend pour tout hein, des écosystèmes naturels. Donc là j'ai pas parlé de l'IPBES. L'IPBES c'est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, mais qui fait donc un rapport sur l'état de la biodiversité et qui montre très bien que le premier filet de sécurité des sociétés, c'est pas l'État-providence, c'est la biodiversité, parce que c'est de là que nous tirons nos médicaments, c'est là que nous tirons notre alimentation, notre eau douce, etc. Ces écosystèmes naturels, évidemment, il faut les protéger en tant que tels, mais nous ne dépendons que d'eux, donc les protéger, c'est se protéger. Je vais passer sur cette slide.
Ici, on parle maintenant, donc, il y a des gens qui ont essayé de chiffrer à la fois les conséquences du dérèglement climatique et puis combien coûterait la lutte. Globalement, lutter contre le changement climatique pour adapter les villes, faire une transition énergétique, tendre vers plus de sobriété, avoir des besoins énergétiques décroissants parce qu'on la rénovation thermique, etc. Bon, ça coûte, faire évoluer le modèle agricole, ça coûte à peu près 2% du PIB mondial. C'est extrêmement dur de chiffrer les impacts du réchauffement climatique parce que, bon, est-ce qu'un monde à plus que 5 degrés aura autant une société fonctionnelle? En fait, les estimations des dégâts du réchauffement sont assez critiquées parce que de toute façon, les modèles économiques intègrent pas les limites physiques, donc c'est pas forcément des scénarios justes. Mais bon, ce que ça vise à montrer, c'est quand même qu'il y a une très forte différence entre le coût actuel et le coût demain. Donc on peut se poser la question pourquoi on ne fait rien. Et ça, c'est plus une question d'intérêt aujourd'hui, mais c'est pas l'objectif de la présentation. En tout cas, on peut aussi se dire que globalement, le coût d'une réponse au changement climatique est évidemment bien plus faible que ses impacts. Donc, dans une logique de pure rationalité économique, agir est une bonne chose. Alors là, je reviens, j'aurais pu en parler un tout petit peu plus haut, mais je vais vous présenter un graphique qui est tiré du 5e rapport du GIEC, donc IPCC AR5, pour parler un peu de l'impact du dérèglement climatique sur la biodiversité. Et montrer en fait ce qui se cache derrière ces graphiques qui peuvent apparaître un peu complexes. Donc, ici, à gauche, on a la vitesse maximale de déplacement des espèces, et à droite, vitesse moyenne du climat. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire que vitesse moyenne du climat? En fait, le climat, si on prend juste sa température, on a des zones de température qui sont représentées parfois sur des cartes avec des isothermes. Donc, les isothermes, c'est des courbes sur une carte qui séparent les zones en température. Donc, on a par exemple, souvent, on montre l'isotherme des 0 degrés. Donc, c'est toute la zone autour des pôles où, au sein de cette zone, il fait 0 degré ou moins. Et puis après, on peut continuer à décomposer le climat en isothermes. Et donc, on a la zone des 1 degré, 2 degrés, 3 degrés. Et donc, on a la vitesse moyenne du climat ici. En fait, en fonction des scénarios d'émission, donc plus et de réchauffement, plus 1 degré, plus 2 degrés, plus 4 degrés, les isothermes vont remonter. Il va faire globalement plus chaud au niveau de l'équateur, et en fait, ça va avoir des répercussions. Donc, il va falloir aller plus au nord pour avoir la température qui faisait auparavant un petit peu plus au sud. Donc, ça va monter comme ça. Et donc, là, ce que nous dit ce graphique, c'est que en 50 ans, un isotherme va se déplacer sur terrain plat d'à peu près 4 km. Donc, pour qu'il fasse 25 degrés de température moyenne, là où il fera 25 degrés de température moyenne, 400 mètres plus haut que là où il en faisait 25 avant. C'est ce que dit. Et ce graphique. Et en face, on a l'évolution, on a la vitesse de déplacement des espèces, des arbres, des plantes herbacées, des mammifères, etc. Parce que les espèces se déplacent. Les arbres font évoluer leur zone de répartition, les plantes, les animaux, etc. Et ce que montre ce graphique, c'est que, en fait, globalement, dans un scénario plus 2 degrés, les isothermes se déplacent plus vite que la vitesse maximale de déplacement des arbres sur terrain plat. Donc c'est un peu différent dans les montagnes. C'est pour ça que la moyenne mondiale n'est pas la même chose que la moyenne sur terrain plat. Mais donc, ce que ça dit, c'est que globalement, il va y avoir une déforestation massive à partir de 2 degrés parce que les arbres ne seront pas en capacité de se déplacer assez vite. Alors, il y a une question. Ah oui, c'était un chiffre. Ok. C'est Thibaut qui précise. Lorsque j'ai parlé de la canicule, j'ai dit 70 000 morts en France. C'était 70 000 morts en Europe. Merci pour cette précision. Et c'était 20 000 morts en France.
la canicule de 2003. Merci pour la précision. Donc, voilà, là, ce que dit ce schéma, qui peut apparaître un peu complexe, en fait, c'est absolument capital. Il montre que dans un réchauffement plus 4 degrés, en fait, on dépasse de très loin la vitesse de déplacement de tout un tas d'espèces, parmi lesquelles les arbres, les plantes, les rongeurs et les primates. Du coup, globalement, ces espèces seront pas en capacité de se déplacer assez vite pour remonter et d'aller vers des zones où un climat serait clément. Du coup, ça pose des grandes questions de capacité d'adaptation de la biodiversité, capacité d'adaptation du vivant. Donc c'est pour ça que dans le scénario, il y a des risques de désertification massif, et en fait c'est déjà ce qu'on voit lorsqu'on voit qu'une partie dans les forêts françaises, les arbres les moins robustes souffrent déjà massivement de la chaleur. Donc, tout ça pour dire que derrière tous ces graphiques, il y a des idées absolument clés qui éclairent sur ce que sera le monde demain, et qui ne peuvent que donner envie d'agir. Encore une fois, c'est pas pour se faire peur, c'est vraiment pour avoir envie de passer à l'action. Donc si je refais la synthèse et le lien avec ce que je disais hier, on a une problématique énergétique, on consomme de l'énergie pour toutes nos actions du quotidien, qui nous paraissent absolument indispensables. Cette énergie, elle est avant tout fossile, parce qu'elle est avant tout fossile, et cette consommation d'énergie n'a fait qu'augmenter ces 150 dernières années. Ces énergies fossiles qu'on utilise et qu'on brûle émettent des gaz à effet de serre, ça modifie l'équilibre énergétique de la Terre, ça fait évoluer son climat et sa température moyenne. Cette évolution a des conséquences en pagaille sur les systèmes naturels comme sur les systèmes sociaux, et donc sur le vivant, la biodiversité. Et en fait, ce problème-là, donc c'est ce que redit cette slide, hein, c'est pas pas un problème demain, c'est un problème aujourd'hui. Et en fait, c'est notre génération, c'est aujourd'hui les dernières années qu'on a pour agir. Donc, ces dérèglements, ils vont avoir des impacts multiples. Ils peuvent amplifier les inégalités, ils peuvent vraiment bousculer le vivant. Donc, l'importance d'agir, je pense qu'elle est, elle est partagée, elle est assez claire. Donc maintenant, on va essayer de montrer comment on fait et quelle trajectoire on peut suivre pour que ça se passe à peu près bien. Donc, énergie-climat, tout est lié. Ici, on a 4 scénarios qui sont plus les scénarios du GIEC, mais qui sont les scénarios plutôt des accords internationaux ou des recommandations scientifiques. Du coup, on a en gris nos modes d'organisation actuels, donc on a dit business as usual, plus 4 à 7 degrés, on a parlé des conséquences. Si on applique les politiques actuelles, donc appliquer les politiques actuelles, ça veut dire si je prends tous les engagements des États sur la question climat et la question des émissions, j'en fais la synthèse et que je compte les émissions que ça entraîne, et ben ça nous emmène vers une fourchette d'évolution des températures fin du siècle, plus 2,6 degrés à plus 5 degrés. Donc une fourchette assez large. L'accord de Paris, lui, qui a fixé des budgets carbone, il nous oriente vers une fourchette 2,3-3,5 degrés. La recommandation des scientifiques, c'est de tout faire pour tendre vers 1,5 degré. Tout faire, parce qu'en fait, entre 1,5 et 2 degrés, c'est là qu'il y a l'augmentation des boucles de rétroaction et qu'il y a des effets de bascule. Et aujourd'hui, les scientifiques sont pas capables de dire qu'au-delà de 2 degrés, le climat pourrait se stabiliser parce qu'il y a tous ces mécanismes. Je peux reparler d'un mécanisme. On a, donc, ces 150 dernières années, on a émis du CO2 et des gaz à effet de serre. Ça a augmenté la teneur en carbone de l'atmosphère. Ça a renforcé le processus de photosynthèse, donc le processus par lequel la végétation capte du carbone. Du coup, globalement, cette capacité du vivant et des arbres, de la végétation à capter du carbone,
elle s'arrête passé un certain niveau. Donc on estime qu'entre 2030 et 2060, ce qui sont aujourd'hui des grands puits de carbone, la forêt amazonienne et les forêts tropicales africaines, vont commencer à émettre du carbone. Donc, ils ne seront plus en capacité d'en absorber, mais deviendront émetteurs nets parce qu'on aura dépassé certains seuils. Ce que ça dit, c'est que passé certains niveaux, il y a des mécanismes qui se mettent en place et donc on est peut-être plus capable, nous humains, de contrôler. Donc, c'est pour ça que les scientifiques présentent comme vraiment un impératif cette limite de 2 degrés en faisant tout pour tendre vers les 1,5. Pour ça, ça veut dire arrêter d'émettre dans la décennie qui vient et enfin non, en fait c'était arrêter d'émettre d'ici à 2020, c'était même un peu plus tôt, mais bon. Aujourd'hui, il faudrait que les émissions, pour recommandation 2 degrés, 1,5-2 degrés, donc diminuent très fortement sur la décennie 2020-2030 et atteignent la neutralité carbone en 2050. La neutralité carbone, pour repréciser, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus émettre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus du tout utiliser d'énergie ou brûler un arbre qui émettrait du carbone. Ça veut dire que ce qu'on émet ne dépasse pas la capacité de la biosphère à capter. Donc, que ce qu'on émet ne dépasse pas la capacité du vivant, des végétaux, des puits de carbone à absorber ce carbone atmosphérique. C'est aussi pour ça qu'il faut protéger la capacité de la biosphère à capter, parce que ça nous permet demain d'émettre un peu plus, et émettre un peu plus et utiliser de l'énergie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément problématique, en tout cas qui rend des services. Donc là, on a un autre graphique qui est proposé par une association qui fait le suivi des plans climat des pays, qui montre bien que les politiques actuelles nous entraînent vers un réchauffement entre plus 2 et plus 4, avec une médiane à 3, que l'accord de Paris fixe un réchauffement max de 1,5, en fait, il a une formulation un peu compliquée, mais c'est de ne pas dépasser 2 degrés en faisant tout pour rester et tendre vers 1,5. Bon, et ça montre à peu près où on en est. Aujourd'hui, on est à plus 1,1, 1,2 de réchauffement global. Maintenant qu'on a dit ça, on a un total d'émissions de 50 gigatonnes d'équivalent carbone par an. Déjà, on peut se demander comment nos émissions sont réparties. C'est une bonne façon de voir le problème avant de s'attaquer à les réduire. Alors, ces émissions sur la planète, ces 50 gigatonnes d'équivalent carbone par an, sont réparties comme suit. Il y en a une partie qui vient déboisement, décomposition, en fait, déforestation, brûler de la biomasse. Il y en a la majeure partie, à peu près 60%, qui vient de la combustion d'énergie fossile. Donc ça, on en a parlé, gaz, charbon, pétrole. Du coup, limiter sa consommation d'énergie, c'est limiter ses émissions, bien entendu. On a une grosse partie qui vient de l'agriculture, 15% du cheptel bovin, et 8% du protoxyde d'azote qui vient plutôt des engrais. Les 3% ici, c'est la production de ciment et puis des gaz un peu particuliers qui entrent dans qui sont des gaz réfrigérants, donc on retrouve dans la chaîne du froid. Du coup, on peut garder en tête qu'on a à peu près, si on fait vraiment des estimations, 60%, donc les 3/5, c'est utilisation des énergies fossiles, puis 1/5 agriculture, 1/5 déforestation. Or, ce que ça veut dire aussi, c'est que comme la déforestation, c'est fait pour 2 grandes raisons, hein, donner plus, la démographie augmentant, il faut plus de place pour loger les habitants de la planète, du coup, on récupère des terres en déforestant. Mais notre niveau de vie augmentant, on mange plus de viande, et comme on mange plus de viande, on a besoin de nourriture d'alimentation pour nourrir les bêtes, et donc on a besoin de plus d'espace pour produire cette alimentation animale. Et donc les 2 ressorts de la déforestation, c'est l'augmentation de la démographie et l'augmentation de la consommation de viande
sur la planète. Donc, dit autrement, si on arrêtait tous de manger de la viande, la déforestation diminuerait aussi massivement, et donc il y aurait une grande diminution des gaz à effet de serre. D'autant que le CH4, le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui a une durée de vie plus courte que le dioxyde de carbone. Il a une demi-vie de 20 ans. Ça veut dire qu'en 20 ans après avoir été émis, il n'y a plus que la moitié de ce qui a été émis qui reste. Donc, diminuer la consommation de viande, on verra que c'est une des actions qu'on peut prendre qui a le plus d'impact. Mais donc voilà, gardons cet ordre de grandeur en tête, 60% combustion d'énergie fossile, 20% déforestation, 20% agriculture. Et on a donc montré qu'il y avait des trajectoires d'émissions, et en fait, dans le rapport spécial sur 1,5 degré du GIEC, a été présentée la notion de budget carbone. Et donc la notion de budget carbone, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet de compter en équivalent CO2, en équivalent CO2, ce qu'on a déjà émis et ce qu'on peut encore émettre pour respecter les trajectoires de hausse de la température moyenne. Du coup, on voit qu'on a déjà émis, donc, en tant que société, depuis les débuts de l'ère industrielle, 2000 gigatonnes de CO2 dans l'atmosphère. Comme on en émet aujourd'hui 50 gigatonnes par an, bon, et ben on a en fait des budgets pour les années à venir. Pour respecter la limite de 1,5 degré, il faudrait être neutre en carbone d'ici 8 ans. Ça, c'était en 2018. Oui, mais en 2018, c'était 10, du coup, je pense que c'est 8 ans aujourd'hui. Et pour respecter la limite de 2 degrés, il faudrait arrêter d'émettre dans 23 ans. Évidemment, on n'arrêtera pas d'émettre du jour au lendemain. On va arrêter d'émettre de manière progressive. Du coup, il faut le plus vite possible baisser aujourd'hui pour se donner la possibilité d'émettre un petit peu demain. Ça montre aussi l'urgence. Hein. Globalement, la trajectoire 1,5, on ne l'atteindra pas, mais la trajectoire 2 degrés, compte tenu de tout ce qui a été dit, il faut tout faire pour la tenir. Et donc, voilà, on montre un peu ce que ça veut dire. Ça suppose une transformation massive de nos sociétés et de leur fonctionnement. Alors, je vais tout de suite parler de ça. Ce que dit ce graphique, c'est que globalement, pour respecter le budget 1,5 degré ou 2 degrés, il faut laisser une grande partie des énergies fossiles dans le sol. Donc, dans le sol, on a encore des ressources en gaz, pétrole et charbon qui sont importantes. 3000 gigatonnes de charbon, 730 gigatonnes de pétrole, 500 de gaz. Dit autrement, si on brûlait tout le charbon qu'on a dans le sol, on exploserait les budgets carbone. Dit autrement, il faut laisser une grande partie des énergies fossiles qu'on a dans les sous-sols de la Terre. Il ne faut pas les toucher. Et ça, c'est aussi intéressant parce que ça permet de se rendre compte que c'est pas forcément les limites physiques de la Terre qui poseront problème en premier. Même si demain, on pourrait faire face à, en fait, il n'y a pas de... Enfin, ces ressources-là sont naturellement pas infinies, donc il y aura un moment où on atteindra la limite, et globalement, sur le pétrole, le pic pétrolier est passé, il faut d'immenses efforts pour maintenir la production à niveau constant, etc., mais je ne rentre pas dans ces détails. Mais ce n'est pas les limites en volume d'énergie sur Terre qui poseront problème, c'est le climat qui se déréglera plus tôt. Du coup, 90% des énergies fossiles dans le sol pour la limite 1,5 degré, ça c'est un bon ordre de grandeur. Je ne vais pas revenir sur ce point, je vais essayer d'avancer un peu plus vite. On peut parler de ce qu'il y a en France. En France, les émissions n'ont pas tout à fait la même tête que les émissions dans le monde. Pourquoi ? Parce qu'on a une électricité qui est plus décarbonée parce qu'on a du nucléaire. Donc c'est ce qui fait que on n'est pas à 1 tiers de gaz à effet de serre pour la production d'énergie, mais à 10%.
Et c'est ce qui fait que le transport a une part plus importante. Le transport, on l'a dit, 95% du pétrole, non, c'est 95% du transport est assuré avec du pétrole. Du coup, on voit l'importance que ça a là. Le bâtiment, globalement, dans un pays développé, on a plus d'émissions de gaz à effet de serre liées au bâtiment. Pourquoi? Parce qu'on construit plus et on chauffe plus. Donc c'est pour ça que ça n'a pas tout à fait la même tête. Il y a une autre manière de voir qui est intéressante, c'est les émissions par pays. Les émissions, c'est cumulatif, donc les émissions d'il y a 150 ans, elles sont, enfin, le gaz à effet de serre émis il y a 150 ans sont toujours dans l'atmosphère, et les gaz à effet de serre que j'ai aujourd'hui seront toujours dans l'atmosphère dans 150 ans. Alors, mis pour le métal, le protoxyde d'azote, qui ont des demi-vies plus courtes, mais c'est un détail. Ce que ça montre, c'est que c'est globalement ce qu'on appelle les pays du Nord, donc Europe et États-Unis, qui ont le plus émis depuis 1850. Les États-Unis, c'est 25% des émissions globales. L'Europe, à 28%, c'est à peu près la même chose. La Chine, c'est que 12% du global. Même si aujourd'hui, la Chine, qui a une croissance bien plus élevée que les pays du Nord, et d'autres pays d'Asie, émet beaucoup plus. Mais donc c'est pour ça que les commentaires qui reviennent parfois de dire de toute façon on peut rien faire, les émissions c'est pas nous, c'est ailleurs, sont pas si vrais, parce que nous on a une responsabilité puisque on a émis par le passé. Et puis on a une responsabilité parce que, comme on l'a dit, on va être moins vulnérable et on va être plus en capacité d'agir. Donc il faut qu'on montre la voie. Donc voilà, les émissions, on peut aussi voir par pays, et puis on peut voir par habitant. Donc là, on parle des émissions territoriales. Donc on fait l'inventaire national, donc les émissions émises dans les limites du pays. Et après, les émissions du pays, on le divise par le nombre d'habitants. Donc ça donne les émissions par habitant en équivalent CO2. Donc ce qu'on voit, c'est que globalement, on a la même, on a une empreinte carbone en France qui est de 7 tonnes de CO2 par habitant, donc qui est plus faible que les États-Unis. Il y a des pays qui en ont beaucoup plus, les pays exportateurs de pétrole. L'Arabie Saoudite, par exemple, a une empreinte carbone absolument immense parce qu'on compte les émissions du pays et puis on divise par le nombre d'habitants, alors qu'en fait, bon, le pétrole, il n'est pas utilisé, il est le plus souvent exporté. Donc, il y a des nuances comme ça qu'il faut prendre en compte, et donc faut bien faire la différence entre les émissions du pays qui sont dues au mode de fonctionnement du pays, ou qui sont imputables à d'autres. Par exemple, en France, les 7 tonnes de CO2 par habitant ici ne prennent pas en compte ce qu'on appelle les émissions importées. Donc tous les produits manufacturés produits à l'extérieur du pays, qui sont achetés et utilisés par des personnes en France, l'impact de la fabrication de ces produits, il n'est pas lié au pays, il est lié à un autre pays, du coup il est comptabilisé ailleurs. C'est pour ça que on a aussi cette différence, et que un pays comme la Chine, qui est un pays manufacturier et qui est l'atelier du monde, a des émissions territoriales qui sont en fait beaucoup plus élevées que les émissions réelles du pays, puisque en fait, nous, en délocalisant, on a aussi délocalisé nos émissions. Ce que dit ce budget et ce que disent les diapositives précédentes, c'est donc qu'aujourd'hui, on émet 50 gigatonnes de CO2 par an, qu'on est 7 milliards, et que si on veut tendre vers la neutralité carbone, comme la Terre a une capacité d'absorption avec ses puits de carbone de 13 gigatonnes d'équivalent CO2 par an, si on divise ça par 7 milliards, on peut grosso modo émettre 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Donc ça va nous permettre,
si je présenterai ça un peu après, ça va nous permettre de donner un peu des ordres de grandeur de ce qu'il est possible de faire, et donc ce que veut dire un monde 2 degrés. Je vais commencer par ça. Hop, je vais pas présenter ça. Je vais venir tout de suite à cette slide-là. Donc aujourd'hui, un Français, il a une empreinte carbone. Donc empreinte carbone, c'est je prends les émissions importées d'environ 10 tonnes. On doit tendre vers 2 tonnes de CO2 par an. Donc voilà comment elle se répartit. L'alimentation, c'est un gros poste. Les transports, c'est un gros poste. En fait, c'est les mêmes postes qu'on voyait plus haut à l'échelle du pays, mais là, divisés, représentés par habitant. Ce qu'on voit, c'est que dans l'alimentation, la viande et les produits laitiers, donc tout ce qui vient des animaux, a un impact très important. C'est pour ça que le véganisme et le végétarianisme sont des leviers d'action forts, conséquents, lorsque vous êtes un individu, enfin à l'échelle individuelle. On voit que dans les transports, le premier poste, c'est la voiture. Ici, on est sur des moyennes, du coup. L'avion, c'est 18% des Français en moyenne. Mais comme il y a évidemment pas tous les Français qui prennent l'avion, c'est très lié à une capacité financière. Ceux qui prennent l'avion ont une empreinte carbone bien plus forte. Donc voilà à peu près comment c'est réparti. Il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que là, on voit services d'utilité publique, la santé, les écoles, les autoroutes, l'armée, tout ça, c'est des postes de dépenses qu'on partage. Donc en fait, on fait la comptabilisation de ces postes et on le divise par nombre d'habitants. C'est des émissions qui nous sont imputées. Donc voilà comment est répartie l'empreinte carbone. Après, d'un Français, vous pouvez utiliser des outils pour la calculer. Ici, on va montrer quelques exemples d'actions et ce que ça veut dire par rapport à l'objectif 2 degrés. Donc, par exemple, si vous faites un aller-retour Paris-New York, vous dépassez les 2 tonnes de CO2. Du coup, un aller-retour Paris-New York en avion, ça fait exploser votre budget de 2 tonnes. Donc, vous pouvez même pas faire ça une fois par an. Vous pouvez le faire une fois tous les 2 ans, mais vous faites que ça. On voit aussi que 30 minutes de voiture par jour, c'est quasiment 2 tonnes. Donc ça veut dire qu'une personne qui utilise sa voiture tous les jours pour aller au travail, 15 minutes aller, 15 minutes retour, donc 30 minutes par jour, elle est déjà à la limite de 2 tonnes individuellement. Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il va falloir drastiquement réduire l'usage de la voiture et être plus nombreux par voiture. Parce que si on est 2 ou 3 par voiture, on divise les émissions par un plus grand nombre. Voilà, on voit que le train, 500 heures de train par an, bon, bah, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, donc presque 1 heure et demie de train par jour. C'est quelque chose qu'on peut faire en respectant à peu près son budget. Enfin, c'est un quart du budget, mais le train, c'est avant tout alimenté à l'électricité. En France, l'électricité, c'est surtout du nucléaire, du coup, c'est assez décarboné. Un train dans un train en Inde, par exemple, qui utilise plutôt des motrices diesel, ou je pense qu'ils ont encore des motrices à vapeur, serait beaucoup plus carboné. On voit aussi qu'1 heure par jour de streaming, bon, bah, c'est la moitié de votre empreinte carbone. Donc là aussi, il y a des usages qui vont devoir évoluer, notamment le numérique. On voit qu'un repas par jour avec de la viande rouge, si vous faites juste ça, vous dépassez votre budget. Donc ça, fait que la viande, c'est assez problématique en termes de budget carbone. La viande rouge, plus que les autres, parce que ça demande plus d'eau, plus de ressources. Il faut plus de protéines végétales pour une protéine animale et de viande rouge que de viande blanche. C'est un impact plus fort. On voit aussi qu'un ménage qui se chauffe au fioul, bon, bah, il explose son budget, etc., etc. Du coup, ça permet de se rendre compte de ce que ça veut dire que respecter un budget de 2 degrés et de l'effort à faire. Là, on a la trajectoire collective qu'on prend, donc la trajectoire française d'émissions des gaz à effet de serre qui diminue, mais qui évidemment pour tenir les objectifs de neutralité et de division. En fait,
tenir les 2 degrés, il faut réduire d'au moins 30 à 40% de nos émissions planétaires d'ici à 2030, et qu'elles atteignent la neutralité entre 2050 et 2070. Du coup, bon, ce qu'on voit, c'est que c'est extrêmement compliqué aujourd'hui de vivre à 2 tonnes de CO2 par an et par habitant, parce que, bon, bah, il suffit de prendre une demi-heure par jour la voiture, il suffit de regarder 1 heure de streaming pour avoir explosé son budget, un vol en avion et on l'explose. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport aux trajectoires individuelles et collectives? Déjà, ça veut dire qu'individuellement, on a tous une possibilité d'action et on peut tous concourir à baisser l'empreinte carbone planétaire. Donc, il y a plein d'actions à faire, hein. On peut réduire ses trajets en avion, voire arrêter de prendre l'avion, réduire ses trajets en voiture, prendre plus le train, se déplacer à vélo. On peut, si on a un logement, financer une rénovation thermique, faire changer sa chaudière. On peut changer de façon de s'alimenter. On peut aller vers plus de légumes, moins de viande. Bon. Donc, il y a une capacité individuelle à changer, mais cette capacité, elle est limitée. Et on voit que c'est compliqué parce que j'ai pas montré. Hop, hop, c'est laquelle je l'ai où? Oui, excusez-moi, c'est là. Donc les services publics, par exemple, les services publics, éducation, santé, défense, et cetera, c'est quasiment déjà 2 tonnes de CO2 par habitant et par an. Du coup, sans même agir, les services publics nationaux nous font quasiment dépasser. Donc, ça veut dire qu'on peut agir à l'échelle individuelle, mais la transition, elle est avant tout collective et elle doit être collective. Donc, individuellement, il faut pousser et promouvoir des transitions qui se font à ce niveau-là, des transitions systémiques, des transitions de l'État, des collectivités, des entreprises, pour qu'on puisse tenir nos objectifs d'émission. Donc, ils sont extrêmement importants à tenir, parce qu'on a montré les conséquences d'un réchauffement à 2 degrés et puis au-delà, hein. On peut garder en tête l'exemple de vagues de chaleur. Pour ça, ça veut dire qu'il faut enfin, très fortement diminuer nos besoins et notre consommation d'énergie. Donc, faire évoluer nos modes de vie vers des modes de vie plus sobres, mais que tous individuellement, ça ne suffira pas. Il faut qu'on contribue ensemble à une transition à tous les niveaux. Et pour ça, et je finirai là-dessus, puisque je vois qu'il est déjà 19h20. Pour ça, il y a énormément de choses à faire. Bon, si vous suivez la base, vous en savez déjà pas mal sur ce qui est possible. Mais donc, il y a des approches, là, c'est ce qu'on voit à droite, c'est Ende Gelände, donc des approches de désobéissance civile. Il faut faire pression fortement et à tous les niveaux pour montrer qu'on n'est pas prêt et pas volontaire et qu'on s'oppose au fait de continuer à fonctionner tel qu'on fonctionne. Il faut faire du lobbying, il faut proposer des projets de société alternatifs, il faut prendre part à la construction de ces projets, il faut changer son mode de vie, il faut faire évoluer son mode de vie, s'ouvrir à d'autres choses, il faut se former à ces questions-là, il faut diffuser il faut diffuser ces idées, ces notions, il faut partager la connaissance climatique, il faut faire comprendre aux gens pourquoi c'est si important d'agir et ce vers quoi on va si on n'agit pas. Donc, tout ça, j'espère que oui, je peux finir avec cette conclusion qui reprend peut-être plus la présentation de manière générale, hein. Mais on l'a dit, on a une consommation d'énergie qui a énormément augmenté depuis 1850. Cette énergie, elle est avant tout fossile aujourd'hui, 85%. Il n'y a pas vraiment de transition énergétique. Les renouvelables, c'est 1% de l'énergie qu'on consomme à l'échelle mondiale. Les énergies fossiles, ça sert à faire plein de choses, mais malheureusement, ça a la mauvaise idée d'émettre du carbone dans l'atmosphère. Ça déséquilibre les cycles naturels du carbone. Ça renforce
l'intensité de l'effet de serre, parce que ça ajoute des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, ça déséquilibre la machine climatique, parce que ça la déséquilibre, ça a des conséquences sur le vivant et sur les systèmes, sur nos systèmes sociaux. Et pour limiter ça, il faut réduire le plus possible la hausse de température moyenne, il faut réduire les émissions. On a vu ce qui était possible de faire à l'échelle individuelle, mais ça ne suffira pas. Et donc, il faut passer à l'action. Et passer à l'action, c'est convaincre ses proches d'agir, c'est sensibiliser, c'est faire pression, c'est désobéir, c'est proposer des projets de société alternatifs, c'est prendre part et prendre place dans ces projets de société. Et c'est ça et seulement ça, c'est une réponse collective, partagée par tous. Si chacun fait sa part, c'est ça et seulement ça qui nous permettra de limiter la casse et de tendre vers des modèles et des modèles de société et des trajectoires qui soient durables. Bon, il y a une petite conclusion ici qui peut être plus agréable. Il y a plein de choses. Bon, là, on a mis volontairement un hamburger végétarien, mais il y a plein de choses qui ne demandent pas de carbone, hein, ou en tout cas très peu. L'art, la culture, le voyage à vélo, la rencontre, les interactions sociales, la cuisine végétarienne. Enfin voilà, il y a aussi plein de choses euh, qui sont des choses bas carbone et qui sont toutes plus agréables les unes que les autres. Et ce que je veux dire par là, c'est que il faut vraiment pas voir cette présentation comme quelque chose qui soit inhibant, mais plutôt qui soit qui donne envie d'agir parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème. Ce problème, il est profond, mais pour y répondre, savoir que le problème est là, savoir qu'on est malade, c'est la première chose à faire. Et c'est la première étape vers la guérison. Donc collectivement aussi, savoir qu'on est malade, savoir les dérèglements qu'il y a, c'est la meilleure chose à faire et la première chose à faire pour tendre vers d'autres horizons et un projet de société qui soit plus durable. Donc je pense que cette présentation, elle prend encore plus sens à l'heure actuelle. On voit à la fois la fragilité de nos sociétés et de nos systèmes, et puis aussi des gouvernements qui apportent des réponses et qui proposent des plans de relance, mais à quoi bon des plans de relance s'ils ne nous emmènent pas vers une transition massive de nos modes de vie et s'ils font que retarder l'échéance d'une désagrégation de notre tissu social et collectif. Donc, c'est aussi important aujourd'hui de savoir qu'on est dans un moment particulier, charnière, où bah, c'est le moment de s'y mettre, c'est le moment de passer à l'action. Voilà. Si vous avez des questions, je serais ravi d'y répondre. C'est fini pour moi. Et si vous voulez en savoir plus sur ce que fait Avenir Climatique, vous pouvez aller voir leur site internet. Ils proposent plein de choses. Si vous pouvez vous former à faire cette conférence, à diffuser la parole et l'enseignement climat. Et puis, à la base, vous trouverez tout un tas d'excellentes organisations et de très belles initiatives si vous voulez agir. Il y a tout un tas de choses à faire, donc n'hésitez pas. Voilà pour moi. Merci beaucoup, Thomas d'être venu nous proposer cette présentation. Sachez que ce live reste visionnable sur la page Facebook de la base, donc n'hésitez pas à le partager et aussi à donner à prix libre sur le lien dont je vous ai parlé tout à l'heure si ce n'est pas déjà fait. On vous donne rendez-vous mardi 20, mardi 28 avril, qui s'appelle Choose. Voilà, merci. Merci.